vidéo est sponsorisée par HelloFresh. C'est une boîte avec de la bouffe dedans. Il faut le faire soi-même. Je sais pas faire de cuisine. HelloFresh, ils font des box avec des repas tout faits dedans. Et il y a même les recettes. Aujourd'hui, nous avons rigatoni, sauce au bleu, champignons de Paris. Normalement, les pâtes, c'est un truc que je suis pas censé rater. Après, je me connais quand même. C'est pratique parce que t'as absolument tout dans la boîte. T'as la salade, les champignons, la crème, les noix, le fromage bleu et même les pâtes. En fait, le concept, c'est de gagner du temps, de moins se faire chier et surtout, il y a pile ce qu'il faut. Comme ça, au moins, tu fais pile ce qu'il faut et il n'y a pas de gaspillage. En fait, le problème pour cette pub, c'est qu'il faut absolument faire la cuisine. Porter une grande casserole d'eau salée à ébullition. Étonnamment, j'ai des casseroles. Elles sont encore dans leur emballage, tu te fous de moi? Non, mais c'est que je mets des petits sachets pour pas les rayer parce que j'y tiens. Ciseler l'échalote. Ça veut dire couper, ça. Je pensais pas qu'un jour vous me verriez faire des pâtes. Merde, j'ai pas salé l'eau. C'est pas des tranches de champignons que je te fais, c'est des roues de Porsche Cayenne. Waouh, waouh, waouh. Il y a vraiment une timeline dans laquelle il y a 4 à 5 minutes de champignons et d'échalotes qui cuisent sur cette chaîne. On va pas couper là, hein. Non, mais c'est tout. Comme la voiture, c'est technique, hein. Tu sais que c'est une bonne gueule, hein. Moi, ça sent l'accident domestique, ça. Merde! J'espère que t'as pas trop faim. Et bam! Là, je comprends que certains, à ce stade, puissent être impressionnés. On mélange le tout. C'est prêt! Je veux un verdict premier degré. Premier degré, ça va pas mal, hein. Il y a beaucoup de poivre, mais pas beaucoup de sel. Attends. Est-ce qu'en sel, j'ai ça, et ça. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ça. Non, parce que le sel, c'est important dans une cuisine, hein. Et avec le code Sylvain Cadeau, ça fait passer les repas à moins de 3 € et ça offre les desserts à vie. Ça manque toujours de sel. Y a pas de sel ici. Merci HelloFresh, merci à tous et bonne vidéo. Bienvenue, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce VTech vacancier, j'espère que vous êtes au soleil encore, sinon vous êtes rentrés, c'est la défaite. Et aujourd'hui dans ce format, je vais vous parler d'une discipline sportive automobile. Vous me l'avez demandé un nombre incalculable de fois, le NASCAR. J'en avais parlé il y a assez longtemps du NASCAR et j'avais résumé ça comme beaucoup d'Américains dans des Ford et dans des Chevrolet qui se courent après en rond. Ce qui, d'un côté, est plutôt vrai. Aujourd'hui, on va passer en revue l'histoire du sport et on passera aussi ensemble en revue certains moments les plus fous de ce sport, notamment le jour où un singe a gagné. Ça, l'idée, c'est de vous donner ça maintenant, comme sûrement vous restez jusqu'à la fin pour savoir comment le singe a gagné. Il y a une orange qui a fait la course aussi. Le fruit, il y a une orange qui a fait plusieurs tours. C'est aussi pour ça que je voulais vous parler de ce sport, parce qu'il est un peu foufou. Vous avez déjà forcément vu passer des courses de NASCAR. Beaucoup d'entre vous ont en tête ce sport très américain, où des gens tournent en rond autour d'un ovale. Mais attention, il y a des nuances. Et déjà, ça commence. C'est la première minute, déjà ça commence. Il y en a partout, on sait pas, il y a des nuances. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que nous, en Europe, le sport automobile numéro 1, c'est la Formule 1. Et ça fait globalement 50 ans que c'est le cas. Ça n'a jamais vraiment changé. Il y a eu un peu le rallye dans les années 2000 qui était retransmis sur des grandes chaînes, mais qui est vite retombé aux oubliettes, hein. Et si les audiences de F1 sont premières en Europe, elles le sont aussi aux États-Unis. Eh oui, la Formule 1, ça reste le sport automobile le plus regardé dans le monde, même si le NASCAR arrive deuxième. Mais il arrive deuxième en faisant fort puisque c'est uniquement aux US. En Europe, vous n'avez pas de moyen de regarder du NASCAR sur une chaîne TV accessible. Le NASCAR est un sport extrêmement US. Déjà, dans sa conception, puisque par exemple, si vous avez déjà fait un match de basket, on retrouve la même organisation. Il y a un truc tout le temps. Alors, oui, en même temps, quand tu le compares à la Formule 1 où il se passe rien, c'est-à-dire il y a un peu d'action au début, parfois un peu d'action à la fin, et encore la plupart du temps, c'est Verstappen qui gagne, et au milieu, il y a rien. Le NASCAR, c'est totalement l'inverse. Il y a tout le temps un truc. Il y a des arrêts au stand tout le temps, il y a des ravitaillements tout le temps, et même comme au vélo, ils ont des points en fonction de leur avancement à l'intérieur de la course. Et même de façon générale, il y a des trucs toutes les semaines. Autant en Formule 1, il y a plus de 20 courses par an, et c'est déjà beaucoup. Dans le NASCAR, c'est plus de 40 courses par an. C'est tout le temps. Le NASCAR, c'est permanent, c'est tous les week-ends. Et autre particularité du NASCAR, il n'y a que 3 écuries qui s'affrontent. Toyota, Ford et Chevrolet. Et contrairement à la Formule 1, toutes les voitures sont égales. C'est-à-dire que les voitures sont vraiment quasiment identiques. Et le fait que les voitures soient toutes identiques est une composante principale de ce sport. C'est pas comme en Formule 1 où chacun apporte son développement. Là, les bagnoles, elles sont quasiment toutes les mêmes. Et pour la blague, ils appellent ça des stock cars. Alors, voiture d'origine. Voici une photo d'une NASCAR, ça n'a rien d'origine. Le seul point d'origine, c'est que ça doit prendre l'apparence globale, paye ton apparence déjà, et le nom d'une voiture d'origine. Par exemple, Toyota, ils alignent des Camry, les mêmes qu'il y a dans les taxis parisiens. Ça, c'est la photo d'une Camry de NASCAR, il y a rien qui va. C'est pas le châssis d'origine, c'est même pas le moteur d'origine, puisque c'est un V8 5,7 litres. Je rappelle que la Toyota Camry est hybride, hein. Ce qui est d'autant plus drôle, c'est que l'apparence de la carrosserie n'est même pas une carrosserie. Enfin si, mais c'est en plastique.
plastique. C'est une réglementation qu'on retrouve en NASCAR où la carrosserie doit être factice. C'est-à-dire que les phares, c'est des stickers. Les vitres, elles sont en plexiglas et la carrosserie, elle est en plastique. Et même pas en fibre, elle est en plastique. Et d'ailleurs, même les puissances, elles sont très variables. Quand vous êtes sur un petit circuit, vous avez plus de puissance que sur un gros circuit. En fait, le problème, c'est que sur les gros circuits, s'ils avaient toute la puissance, c'est-à-dire au maximum à peu près 700 chevaux, ils iraient trop vite et les cartons seraient trop forts. C'est pour ça que sur les petits circuits, c'est là où ils ont le plus de puissance et sur les grands circuits, ils ont le moins de puissance. Ça leur évite de satelliser trop fort. Pour une simple et bonne raison, c'est que le NASCAR est fortement connu pour son aspect de crash. Le NASCAR n'est pas qu'un sport où il y a des crashs, même s'il y a des crashs fous. Je vais vous en mettre quelques-uns, même si je vous préviens, dans ce format, les crashs et les vidéos seront réduites quand même un petit peu, puisque les ayants droit du NASCAR sont très énervés. Alors, je suis désolé de réduire ce sport à ça, mais il y a un moment, faut arrêter de se mentir. Le NASCAR, c'est systématiquement des méga crashs. Ils ont même des termes techniques pour qualifier les différents crashs. Et je trouve ça génial. C'est super risqué, il y a des morts toutes les années. Les mecs s'envolent, les mecs se satellisent. Et c'est pour ça que les carrosseries sont factices, et surtout en matériaux qui font pas de débris. Imagine si tes phares étaient en verre. À chaque carton, c'est-à-dire à chaque minute, il y aurait du verre partout sur la piste, ça serait super dangereux. Donc tout est en plastoc. Et d'ailleurs, une légende urbaine assez connue qui pourtant est vraie, les voitures sont effectivement réglées de côté. C'est-à-dire que quand ils sont dans les virages, ils n'ont pas à tourner. La voiture tourne toute seule. Ça, c'est pas une blague, c'est pas une légende urbaine, c'est vraiment le cas, même si ça montre surtout qu'ils font énormément de réglages. En fait, la plupart des courses sont effectivement sur des ovales, mais je tiens quand même à vous préciser qu'un tiers des courses de la saison sont sur des circuits. Des vrais circuits avec des virages. D'ailleurs, là où a tourné la Formule 1 à Austin, la NASCAR y tourne. Extrêmement plus lentement, c'est vrai. Et en parlant de circuits où les NASCAR ont tourné, je vous rappelle quand même qu'au centenaire des 24 heures du Mans, il y avait une NASCAR. Et au volant, il y avait Jenson Button, quand même, Mike Rockenfeller qui est un gros pilote de NASCAR, et Jimmy Johnson qui a aussi fait ses preuves dans la discipline. Et il paraît que l'expérience était formidable, même si, je vous démystifie un peu un truc, la voiture qui était engagée aux 24 heures du Mans ne correspondait plus vraiment aux spécifications NASCAR. C'était techniquement une NASCAR à la base, mais elle a été tellement adaptée pour tenir 24 heures sur le circuit du Mans que c'est plus vraiment une NASCAR. Alors je vous avoue qu'avant d'avoir écrit ce truc, je connaissais Jimmy Johnson de nom, comme quoi j'avais en tête que c'était un ouf en NASCAR. 7 fois champion de NASCAR, 689 courses participées, 89 victoires, 36 pole positions, 374 fois top 10. Ils sont 60, hein. 374 fois top 10 avec des voitures identiques. Jimmy Johnson, c'est l'un des meilleurs pilotes modernes de NASCAR et il fait partie des 3 pilotes ayant le plus de titres. Alors ça, c'est un truc à intégrer. En NASCAR, il y a un truc qui est un peu drôle. Ils sont 3 à avoir 7 titres de champion. Personne n'a au-dessus. Ils sont juste 3 à les avoir. Il y a Jimmy Johnson, il y a Dale Earnhardt. Alors, c'est pas compliqué. Son pseudo, c'est l'Intimidateur. 76 victoires, pas mal, mais moins que Jimmy Johnson quand même, faut le souligner. 26 pole positions, 428 fois top 10. 428 fois top 10 en 676 participations. Donc ça vous donne à peu près le niveau du mec. Dale Earnhardt, c'était un fou furieux. D'ailleurs, Dale Earnhardt, c'est l'un des plus grands pilotes de l'histoire du NASCAR et il sera à l'origine d'un palmarès de fou et de l'obligation du Hans. Le truc qu'on met sur le casque là, le Hans. Attends, je te le montre ou pas? Bon, je vous le montre quand même. Donc le Hans, c'est ça. En fait, l'idée, c'est que ça, c'est attaché à la voiture et ça évite à ta tête de faire ça. Et le coup du lapin. C'est comme ça qu'est parti Dale Earnhardt. Voilà. Il va y avoir des infos moins drôles. Là, elle est là. Faites ce que vous voulez avec ça. Et oui, tout n'est pas drôle en NASCAR, c'est un sport qui est très dangereux. Donc après vous avoir dit ça, désamorcer. Donc désamorcer, c'est vous parler du 3e pilote qui a gagné cette fois, qui est Richard Petty. Richard Petty, qu'on appelait le King. 35 ans de carrière. J'ai pas 35 ans. Lui, c'est sa carrière. 1184 départs, 712 fois top 10, 123 pole positions, 7 fois champion et 200 victoires. Sur 35 ans, 20% du temps, il gagne. Et quand tu cumules les 200 victoires et les 712 fois top... Bah enculé. Bah, enculé, y a plus de courant. Mais ta mère? Comment ça, y a plus de courant? Putain, j'ai l'air con, là. Bon, mettre là, hein. Du coup, je vous disais que Richard Petty, ce qui est cool, c'est qu'on l'appelle le King, et que c'est tellement le King qu'ils l'ont mis dans Cars. Il y a une voiture dans Cars qui s'appelle The King. Et j'en ai la preuve que c'est doublé par Richard Petty, et ça, c'est un peu cool. Et il y a une autre voiture, c'est doublé par sa femme. Je crois que ça panique dehors, hein. Eh ben c'est revenu, voilà. Suffisait d'attendre. Putain, merci, ils me l'ont remis le courant. C'est pas facile tous les jours. Et ça se trouve, c'est un mec qui a mis ses doigts dans la prise, on sait pas, hein.
J'allais vous dire avant que ça coupe que souvent, on a tendance à réduire le NASCAR au crash. Et en se disant, ah ouais, trop bien, ça tape de partout, le NASCAR c'est super. Je dois vous avouer que je suis de cette team. Voilà, écoute, un moment, faut dire ce qu'il est, il y a des crashs tout le temps. Il n'y a pas une course sans crash, ça n'existe pas. Mais le truc c'est que s'il y a beaucoup de crash en NASCAR, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de stratégie. Alors, en fait, l'idée, c'est que c'est pas uniquement aller vite en ligne droite et bourriner comme un con. Sinon, tout le monde pourrait le faire. Vu que les mecs ont tous les mêmes caisses, c'est plutôt compliqué de se distinguer. Donc pour finir premier, il faut prendre en compte deux choses. Le NASCAR est une course d'endurance. Chaque course, c'est des centaines de tours. C'est-à-dire qu'entre le début et la fin, il y a vraiment plusieurs heures. Les petites courses de NASCAR, c'est 4 heures. Sinon, on est plus autour des 5-6 heures. Quand même. Et les mecs ne sont pas tout le temps à fond. Au contraire, ils sont finalement rarement à fond. Pour une bonne raison, c'est qu'être à fond consomme énormément de carburant et énormément de pneus. Et du coup, ils se retrouvent régulièrement au stand pour changer les pneus et remettre du carburant. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, mais quand tu vois les arrêts au stand en NASCAR, c'est un peu pas artisanal. Les mecs, c'est des pros quand même. Enfin, j'adore ces images de mecs qui se font percuter par leur propre caisse ou par des pneus, ça arrive. Tout ça est vrai, hein. Du coup, ce qui est drôle, c'est que c'est beaucoup moins professionnalisé qu'en Formule 1 et c'est réglementaire. En NASCAR, il ne peut pas y avoir plus de 5 mécaniciens par voiture. C'est impossible. 5 mécaniciens par voiture, c'est ce qu'il y a par côté en Formule 1. Et autre règle un peu rigolote, tu ne peux pas faire plus de 2 pneus en même temps. T'as pas le droit de plus, c'est comme ça, t'as pas le droit de plus. Et en fait, finalement, les mecs ne sont pas si souvent à fond. Ils roulent vite, mais ils sont pas à fond. Parce que l'idée, c'est que comme les arrêts au stand sont très longs, ils ont plus de temps à perdre en consommant beaucoup et en flinguant leurs pneus qu'en restant en piste avec un rythme moindre. En fait, la grosse stratégie au NASCAR, c'est la notion de l'aspi. C'est une notion qui existe dans tous les sports automobiles. Quand deux voitures se suivent, la première voiture écarte le vent. Lorsqu'une voiture va vite, elle percute de l'air qui est dense. Et en poussant l'air, elle perd de la vitesse. Par contre, s'il s'avère qu'il y a une voiture juste derrière, la voiture de devant a poussé l'air pour la voiture de derrière. Et la voiture de derrière, si elle le colle suffisamment près, va plus vite que la voiture de devant. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement importante, puisqu'ils ont plusieurs stratégies relatives à la speed. C'est fou à dire, mais être premier en NASCAR, c'est une connerie. Faut pas être premier en NASCAR. En fait, pendant la plupart de la course, ils évitent absolument d'être premier. Parce que le fait que tu pousses l'air pour les autres fait que tu consommes plus d'essence, plus de pneus, tu tires plus sur ta mécanique de façon générale, et tu rends les gens derrière plus rapides. C'est-à-dire qu'au pire, même sans être premier, il vaut mieux être deuxième, caché derrière le premier. Comme ça, au moins le premier, qui va pourtant au même rythme que toi, va devoir s'arrêter au stand plus vite. Alors du coup, ils ont plusieurs stratégies qui consistent soit, quand ils sont en équipe, à faire des relais comme ça. C'est-à-dire qu'ils échangent pour lisser l'usure des pneus et la consommation de carburant entre les deux, et garder une vitesse commune. C'est-à-dire que lui, il prend de la vitesse, alors je vous le fais. Voilà, alors il n'y a pas les maquettes de C'est pas sorcier, je suis désolé, je vous le fais avec mes mains. Mais en gros, le deuxième, il prend de la vitesse en rattrapant le premier, il dépasse, ensuite il va être ralenti par l'air, mais le deuxième, il va prendre la speed du premier, hop, il fait comme ça. Et il fait... Et les deux... Mais bon, alors... Mais... Vous avez compris. Ou il y a une autre stratégie qui est le chouchou. C'est-à-dire que là, il n'y a même plus une notion de dépassement, c'est-à-dire que le deuxième, il vient taper le premier et il pousse. Alors ça, c'est pas vraiment autorisé, c'est toléré, faut pas le faire trop. Le font tout le temps. Peut-être que sur l'autoroute, sur la 15, vous faites ça, vous prenez la voiture de devant, vous la poussez, vous irez vachement plus vite. C'est aussi pour ça qu'il y a énormément de crash en NASCAR, c'est que les mecs ont un intérêt à être tout le temps pare-choc contre pare-choc. Ce qui fait qu'effectivement, à la moindre erreur du premier, genre 1% de frein ou 1% de volant, et c'est la catastrophe derrière. C'est pour ça que je vous dis que les crashs ne sont pas une composante du sport, mais elles sont induites dans le sport à cause des stratégies. Je vous rappelle que les Américains, quand on les regarde pas, ils font des concours de jeter de falaise. Ils font du tracteur pulling. À la base, je voulais aussi vous parler de l'histoire du sport. Comment c'est arrivé? Alors, je vais vous la faire extrêmement rapidement parce que c'est assez long et au final, c'est pas si ouf. À la toute base, le NASCAR vient de la prohibition. Dans les années 20 et 30, les États-Unis ont interdit l'alcool. En fait, aux États-Unis, dans les années 20 et 30, ils avaient un vrai problème avec l'alcool. Ça commence vraiment à poser des problèmes de société. Le gouvernement ira jusqu'à interdire l'alcool, qui, spoiler, a créé encore plus la merde. Comme c'était interdit, les gens ont commencé à en faire de la contrebande. Et c'est la période de la prohibition, où en gros, l'alcool est interdit, du coup, il y a beaucoup de contrebande, du coup, c'est encore pire, parce que soit les mecs, ils boivent du parfum, ou alors, il y a la mafia. Al Capone, on le connaît en tant qu'Al Capone, à cause de la prohibition. C'est-à-dire que ça a été encore pire qu'avant. Et comme ils avaient tous des grosses voitures V8, ils faisaient tous un peu la course. Et comme ils faisaient tous un peu la course, ils ont commencé à le faire sur des ovales. Ils ont commencé à faire des associations un peu partout aux US. Et un jour, dans les années 50, ils ont réuni, hop, toutes les associations, ils en ont fait la NASCAR. C'est comme si en France, on avait un gang de truands qui dealent du vin rouge et qui font tous ensemble de la pétanque. Et à la fin, ils en font une grosse assaut de pétanque pour créer le pétanque-ascar. Et
Voilà, je vous explique ce que je pense avec ce que j'ai. Vous en faites ce que vous voulez, c'est pas un problème. Bon Sylvain, c'est bien gentil toutes tes histoires, c'est un peu long. Quand est-ce qu'on voit du crash? Calmez-vous, ok c'est bon. J'ai du carton pour vous, mais du gros carton. On va commencer avec un événement en 2022 qui est assez récent. Il faut que je vous parle d'un monsieur qui s'appelle Roche Chastain. Roche Chastain, c'est pas un mauvais pilote, c'est juste qu'il a une petite réputation. On est en 2022 sur l'un des plus petits circuits de la saison. Alors c'est drôle qu'ils s'affrontent sur un truc aussi petit avec des voitures qui font 700 chevaux. Moi j'adore le concept personnellement, mais surtout le truc c'est que cette course c'est 500 tours. C'est long, 500 tours, et c'est pour ça que je vous disais que le NASCAR est une course d'endurance. Alors Roche Chastain, c'est un bon pilote. Ah, le pilote de l'année, c'est un bon pilote. Et là en ce moment il gagne moins. Là Roche Chastain il est 10e. On est à la fin de la course et Roche Chastain il est un peu dans la merde. Parce que Roche Chastain il lui manque 2 points, c'est-à-dire il lui manque 2 dépassements pour pouvoir se qualifier à la manche d'après. Sauf qu'il lui reste 2 dépassements à faire et un tour. Et pas un tour d'une heure, un tour du parking du Cora d'à côté. Roche Chastain est donc vraiment dans la merde et Roche Chastain va sûrement ne pas participer à la course d'après. Sauf que va savoir pourquoi. Il y a un moment, c'est le dernier tour, c'est le dernier virage. Et Roche Chastain, dans le dernier virage, a repris 5 places. Ross Chastain used the wall all the way around this racetrack to race his way into the championship four. He went from 10th to 5th place. It almost doesn't look real. He's going so bad. Look at this. Alors, je sais pas comment dire ce qu'il a fait. Il nous a fait une GTA. Alors, je vous donne une anecdote, c'est qu'il a lui-même avoué au micro qu'il faisait ça sur son jeu de NASCAR sur GameCube. Il s'est lancé sur le mur à un peu plus de 200 km/h. Il a braqué à fond à gauche. Il a sûrement prié, j'espère pour lui, et c'est passé. C'est passé physiquement, ce qui est déjà... ça, c'est incroyable. C'est passé physiquement. Le mec est pas mort. La voiture est cuite. Et il a gagné 5 places. Sur ce move, Roche Chastain s'est qualifié. Un génie, et légalement ça marche, puisque la direction de course lui a accordé ses dépassements. Genre ils ont marché. Alors je vous donne un petit spoiler, la direction de course a accordé les dépassements pour cette fois, mais tout de suite après a interdit le move. C'est-à-dire que maintenant si vous voulez le refaire, je sais pas si vous avez envie d'aller faire du NASCAR, sachez que c'est interdit. C'est incroyable qu'il ait fallu attendre autant de temps pour qu'un mec ait l'idée de faire ça. J'ai été obligé de vous parler de ce move. Je sais pas si le mec est super intelligent ou super con, mais en parlant de mec super con, j'ai une deuxième anecdote. Il y a un mec un jour qui a volé la safety car. Ok, on se pose tous, on s'assoit. On va s'asseoir une seconde. Voilà. Un jour, il y a un mec qui a volé la safety car. C'est pas une blague. Ça, c'est un peu plus vieux, c'est 1986. Vous connaissez forcément le concept de safety car. Alors, c'est un concept qui est plutôt moderne. C'est pas arrivé vraiment très tôt dans l'histoire du sport auto. L'idée de la safety car, c'est qu'on essaye de pas arrêter la course tout le temps pour rien. En fait, souvent, quand il y a un petit carton, il y a juste besoin d'un coup de balai. Et quand il n'y a pas de safety car, bah, t'es obligé d'arrêter la course. Donc, t'arrêtes la course, tu passes un coup de balai, tu relances la course, il y a un recarton, tu relances la course, il y a un recarton, tu arrêtes la course, tu relances la course. Et en NASCAR, il y a des cartons tout le temps. C'est pour ça que la notion de safety car en NASCAR est arrivée assez vite. Comme son mal avantage, c'est que tu laisses les gens en piste et tu peux continuer à rouler. D'ailleurs, pour l'anecdote, la safety car est arrivée pour des raisons de sécurité, certes, pour des raisons de logistique en course, mais pour des raisons de retransmission TV. L'apparition de la safety car est intimement liée à la retransmission TV des événements automobiles sportifs. Puisque le problème, c'est que quand ils coupaient la course, les gens, ils zappaient. Donc faut que la course elle continue. Comment la course elle continue? Safety car. Ça c'est intelligent. Ce qui est moins intelligent, c'est qu'un jour, il y a un mec qui a volé la safety car. On est sur le circuit de Talladega. Et à l'époque, en 86, c'est le plus grand circuit de la saison. C'est l'endroit où t'as envie d'être, c'est l'endroit où les voitures vont le plus vite, et c'est l'endroit où il y a le plus de spectateurs, puisque sur place, c'est quasiment 200 000 personnes. Aujourd'hui, ça fait un peu rigoler quand tu vois qu'il y a des courses de Formule 1 qui sont à 300-400 000. À l'époque, c'est le bordel. C'est un bordel monstrueux, et un truc que je vous ai pas forcément exprimé depuis le début de cet épisode, c'est que c'est un sport très très populaire. C'est-à-dire que le NASCAR aux États-Unis, c'est plus ou moins une religion, mais t'y vas le week-end en famille, avec tes gosses, leur faire écouter du bon 140 dB qui passe sous les oreilles, les gamins là, comme ça au moins 8 ans, ils sont déjà sourds, mais ça c'est pas grave. C'est le bordel, et t'as un peu des gens qui viennent de partout, enfin surtout de nulle part en l'occurrence. Tout ça pour vous dire que dans l'eau, il y a des gens un peu paumés quoi. Et au rayon des mecs paumés, Darren Crowder, il est très paumé. Darren Crowder à l'époque, il a 20 ans, et il habite à 60 bornes du circuit. Et ce jour-là, Darren Crowder n'allait pas au NASCAR. Non, il allait acheter une moto. Pour lui, c'était un dimanche comme un autre. Il achète la moto et il essaye la moto. Donc il roule. Et en roulant, il se retrouve coincé dans des bouchons. Alors, il était particulièrement stupide. Il se demande qu'est-ce que peuvent bien faire ces gens un dimanche après-midi aux abords d'un circuit de NASCAR. Je me demande bien ce que les gens peuvent faire. Peut-être aller dans le circuit de NASCAR. Il remonte la file, il se retrouve devant la porte et ne me demandez pas comment. D'ailleurs, même les mecs sur place, ils savent pas. Le mec arrive à rentrer. Sans ticket, sans rien, il est torse nu avec sa moto. Je cite, hein. Et plus fort, il arrive même à rentrer dans le centre de l'ovale.
salle, c'est-à-dire là où il y a les équipes, la retransmission TV, les arbitres et la safety car. Il arrive à rentrer là, il pose sa moto et le mec se balade le nez en l'air en espérant qu'il se passe un truc cool. Pour l'instant, c'est un mec paumé comme un autre. Et me demandez pas comment, mais à un moment, il se retrouve à quelques mètres de la safety car. En fait, il est derrière un grillage et derrière ce grillage, il y a la safety car. La safety car, moteur tournant, porte ouverte, puisque le pilote de la safety car était parti pisser. Il enjambe le grillage, monte dans la voiture et part. Des fois, t'es pas obligé de commenter tout. Le mec, il a pris la bagnole et est parti. Alors, du coup, il est pas parti très loin, il est parti sur l'anneau. Le mec a eu le temps de faire 2 tours avant qu'il capte que le pilote qui était censé être là, mais qui était parti pisser, était aux toilettes. Et le mec revient, il y a plus de caisse, donc il dit, bah ouais, où est-ce qu'elle est la voiture? Bah la voiture est sur la piste. Et il dit, bah oui, mais la voiture peut pas sur la piste puisque moi je suis là. Lunaire. Et au bout de 2 tours, la direction de course commence à se rendre compte qu'il y a un problème. Déjà parce que le pilote de la safety car est là et il est pas dans la safety car, et aussi parce que le mec sur la piste fait n'importe quoi. Il faudra qu'il fasse un barrage avec les pick-up de l'organisation pour arrêter le mec qui ne voulait juste pas s'arrêter. Sauf qu'il n'y a pas de sortie, c'est un anneau. Et c'est d'ailleurs ce qui lui sauvera le cul. Alors pour l'anecdote, si vous voulez la fin de l'histoire, ils finissent par l'arrêter, ils le sortent de la voiture, et évidemment on est aux États-Unis et ils lui font un procès. Et pour votre anecdote, il ne sera condamné qu'à 10 000 $ d'amende. À la base, il aurait dû faire de la prison. Aux États-Unis, quand tu voles, en général, c'est prison. C'est aussi prison quand tu fais un excès de vitesse ou quand tu bois dans la rue. Mais ça, c'est autre chose. Darren Crowder échappera à la prison puisque son avocat a plaidé qu'il n'était pas en train de voler la voiture, puisque, vu qu'il était sur un anneau, il était coincé sur l'anneau. Pour voler la voiture, il aurait fallu qu'il sorte du circuit. Et là, en l'occurrence, comme il était sur un anneau fermé, il avait aucune option de partir. Et son avocat arrivera à démontrer que ce n'était pas un vol, puisqu'il ne pouvait pas physiquement sortir du circuit. Donc, il ne pouvait pas physiquement voler la voiture. Du coup, il prendra que 10 000 $ d'amende. Et on n'en entendra plus jamais parler. C'est la seule fois de l'histoire du NASCAR où il y a un mec qui a volé la safety car quand même. Il n'y a pas que des gens qui ont volé les safety cars, qui ont pris la piste, il y a aussi des oranges. Une orange Tropicana. C'est très précis. Alors, il y a un truc à noter dans le NASCAR, c'est que le nom a toujours été vendable. C'est-à-dire que vous avez forcément les Accor Hotel Arena. Bon, bah, dans l'Accor Hotel Arena, il y a Accor Hotel. C'est une pub. Groupama Stadium, c'est une pub. Bah, aux États-Unis, c'est pareil. Il y a genre la Coca-Cola 600. C'est 600 tours sponsorisés par Coca-Cola. Et il s'avère que début 2000, il y a une course qui est sponsorisée par Tropicana. Et jusque-là, on n'en a rien à foutre. À la nuance que Tropicana, en voulant faire de la pub, ils ont mis en haut d'un mât une orange géante, une fausse. Alors on va essayer de vous mettre les images sans faire striker la chaîne, parce que les images sont assez lunaires, mais en gros, ils font tous leur temps de qualif, c'est-à-dire ils partent un par un, ils font leur temps de qualif, là c'est à fond. Je vous remets juste dans le contexte parce que c'est un peu drôle, il y a Kyle Busch qui arrive à faire son tour chrono et qui rentre au stand. Donc il y a la télé qui l'attend pour l'interview. Et le pilote d'après croise sur la piste une orange. Alors du coup, il y a vraiment cette image qui est lunaire du mec qui fait une interview. Il y a le mec qui le coupe, il en a rien à foutre, et il dit pardon, excuse-moi, il y a une orange sur la piste, désolé. Enfin, si tu peux juste fermer ta gueule, merci. En fait, l'orange gonflable, qui était là pour la déco, s'est décroché de son mât, est arrivé sur la piste, et comme la piste est penchée, l'orange a commencé à faire un tour. It's going to be a dramatic change in the weather. I think he's right. I wonder what was going through Todd's mind when he looked up and saw that big orange thing coming at him. I think it's going to fail tech. Bet you've never seen that. Je vous donne l'anecdote qu'on vous laisse, c'est quel était le chrono de l'orange. J'aurais adoré avoir un jour le chrono de l'orange faire un tour. Elle aurait pu faire un tour, mais malheureusement, ils l'ont percé avant. Les mecs ne sont pas drôles. Alors, l'orange, elle est grosse, c'est pas une orange, c'est une orange. Là, le prix au kilo, il fait pas plaisir, Alors, il y a des images un peu drôles où, en fait, ils se sont retrouvés face à un problème, c'est comment t'arrêtes une orange gonflable de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Et bah, c'est pas compliqué, ils ont pris un pick-up et ils ont essayé de la tabasser contre la rambarde. Ça a marché. Faut avoir le cerveau quand même pour penser à ça. Après, c'est américain. Grand coup de pick-up. Après, un truc qui s'est passé cette année. C'est très récent. Et c'est à ce jour l'écart le plus faible qu'on ait jamais enregistré en NASCAR, puisqu'ils sont espacés de 0,001. 1 millième. Vous n'avez même pas entendu le nom que ça existait, ça existe. C'est le plus faible écart qu'on ait jamais vu et peut-être l'une des plus belles photos de l'histoire. Avant de vous montrer la photo finish qui est incroyable, l'anecdote un peu drôle, c'est que là ils ont été espacés d'1 millième, mais il y avait déjà eu un finish à 2 millièmes et dans la même saison 2024, il y avait eu un finish à 3 millièmes. Et là ils l'ont battu 1 millième. Il n'y a pas grand chose à vous dire à part qu'on est dans une course qui est extrêmement disputée et à la fin il y a Larson et Buescher qui se font une course. Alors quand tu vois les images, c'est même plus du NASCAR, c'est du stock car. Les mecs se percutent en fait. Les mecs ils ont même arrêté le concept de faire la course, ils se percutent. Et à la fin les deux vont arriver à 1 millième d'écart, qui sera encore aujourd'hui l'écart le plus faible jamais enregistré en NASCAR. Et ça ne sera pas battu puisqu'ils n'ont pas de moyen de calculer en dessous du millième. La photo est incroyable, mais je le précise quand même ici, c'est déjà arrivé des égalités. Alors là on parle bien de l'écart le plus faible, c'est-à-dire qu'il y a un écart qui a été noté, mais il y a eu des courses notamment en Formule 1 où il y a eu des égalités. Et il y a même une course en Formule
Formule 1 où il y a les 3 premiers ex-aequo. C'est une anecdote que j'aime bien. Je suis désolé de vous parler Formule 1, mais j'aime bien cette anecdote. Mais au Grand Prix d'Europe en 97, il y a eu 3 pilotes qui ont fait la même qualif au millième près. Ils ont fait 3 ex-aequo sur la même course. La proba est un peu folle. Avec Schumacher, Jacques Villeneuve et Frentzen qui avaient fait le même chrono, le même. En parlant d'écart, excellent pont pour vous parler de gens qui se sont bagarrés. Alors, c'est aussi l'une des composantes du NASCAR, c'est qu'en général, le NASCAR, les mecs montent très vite en pression. On a déjà vu des images en Formule 1 de pilotes qui chauffent, qui se poussent un peu, qui s'engueulent, mais en général, ça va jamais vraiment sur la bagarre. Aux États-Unis, ils se tapent dessus. Et le pire, c'est qu'ils s'attendent à la sortie. Genre comme en boîte. Dans la NASCAR, les bagarres, c'est assez commun. En général, déjà, les mecs s'insultent. Ils s'insultent même dans la série Netflix. Il y a une série Netflix sur la Formule 1 que je vous conseille, qui est vraiment cool. Il y a une série Netflix sur le tennis, que je vous conseille un peu moins, qui est un peu moins sympa, je trouve. Une sur le Tour de France, qui est un peu cool. Et il y en a une sur le NASCAR que je trouve dégueulasse. Ce qui est drôle, c'est que dans ce format, ils s'insultent. Les mecs s'insultent à la télé sans aucune pression. C'est une notion un peu particulière de s'insulter par Netflix interposé, mais après, chacun son truc. Il y a une bagarre qui est un peu cool et je vous en parle, parce qu'on a les images. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a 2 pilotes qui sont habitués aux coups de gueule à la caméra. Et à un moment, c'est trop. Ils se font une course dégueulasse à base de coups de pare-choc et à la fin, il y a un des 2 pilotes qui s'appelle Childress, qui a envie d'en découdre. Il y en a un qui s'arrête sur la piste, l'autre s'arrête à sa hauteur et il commence à s'insulter par portière interposée. Alors, ce qui est un peu particulier parce qu'on se croirait sur le périphérique parisien, il y a un des 2 qui lui dit « Je t'attends dehors ». Donc il rentre au stand et il l'attend, littéralement. À un moment, il y a même une caméra TV qui vient pour l'interviewer jusqu'au moment où il va s'interrompre, il sort sa montre, il la donne à son petit-fils et il lui dit « Tiens ma montre, je reviens ». Sur le moment, personne comprend et on comprendra juste un peu plus tard que quand il lui a demandé de tenir sa montre, c'était pour aller tabasser l'autre. Du coup, il y a des images incroyables de gens qui se tapent dessus dans la ligne des stands. Ce n'est pas une blague et ça, c'est assez régulier. Il a pris 150 000 $ d'amende. Ça fait cher la claque. Il y a une course en 2018 dont je voulais vous parler parce que les images sont folles. En fait, à chaque anecdote, c'est des images folles. Cette course-là, je l'aime bien pour 2 raisons. Déjà parce qu'à 37 tours de l'arrivée, il y a un drapeau jaune, mais les gens dans les stands étaient pas prêts. Et ça donne à peu près cette image-là, où il y a vraiment, entre autres, un mec qui se fait renverser par sa propre voiture, il y a un mec qui se fait renverser par son propre pneu. Osez me dire que c'est pas incroyable. Et d'ailleurs, dans cette même course, ce sera l'occasion de voir gagner un petit jeune qui s'appelle Chase Elliott et qui passera la ligne d'arrivée sans essence. Vous voyez l'image où c'est le bordel dans les stands? Bah lui, il a ravitaillé en carburant, mais ça n'a pas marché. Et il a fait les 37 tours sur la réserve de carburant, et il passera la ligne d'arrivée sans carburant. Incroyable! Ça s'est joué à quelques mètres, c'est beau! D'ailleurs, du coup, il y a une image où il y a un de ses collègues qui viendra le pousser pour qu'il puisse finir son tour de parade. J'adore le concept, personnellement. Il y a des images de crash un peu folles qu'on va vous mettre, parce qu'elles sont exceptionnelles à voir, et c'est ça aussi qui rend la NASCAR incroyable. Mais j'en arrive surtout à mon anecdote finale. Vous l'attendiez, ça fait 3 heures que ça tourne. Un singe a gagné en NASCAR. Maintenant que vous avez bien patienté, je vous le dis, il était en passager, le singe. Voilà, je sais, désolé, pardon. Ben voilà, il fallait bien que je vous retienne jusque-là, le singe était passager. Mais il était quand même dans la voiture. Oui, bah merde, voilà, merde. Je pense que c'est la meilleure anecdote que j'ai de tous les VTEC confondus. Là, ça va être difficile de faire mieux quand même. Et l'histoire, elle commence en 53. En 53, on a un pilote sur la grille qui s'appelle Tim Flock. Et vu ses performances en 53, c'est plutôt Tim Flop. Tim Flock, il a fait une bonne saison en 1952, mais en 53, bah, c'est pas terrible. Et en 53, son sponsor principal essaye de lui trouver un truc qui lui fasse redonner un petit peu de fun, tu vois, un peu de jeunesse. Un singe. Pas une blague. L'histoire est invraisemblable et un peu datée, je m'excuse d'avance, parce que c'était il y a plus de 70 ans déjà. Son sponsor s'appelle Ted Chester. Et Ted Chester, il veut absolument trouver un truc pour remettre en avant Tim Flock. Et un jour, Ted Chester, son sponsor, est dans une animalerie. Et là, vous voyez la connerie arriver, évidemment. Alors déjà, le premier point, c'est qu'en 53 aux États-Unis, dans les animaleries, il y avait des singes. C'est pas une blague, c'est comme si t'allais à Truffaut et tu repartais avec un chimpanzé. En 1953, ça existe. Alors, à la base, il est allé dans cette animalerie dans l'espoir d'acheter un chien. C'est pas une blague non plus. En fait, son sponsor voulait lui acheter un chien pour que ce soit un peu cool sur le paddock. Charles Leclerc a fait exactement la même chose cette année, donc c'est pas nouveau en fait. Sauf que là, il va à l'animalerie et il voit quoi? Un singe. Un capucin. Bah, il a acheté le singe. C'était il y a 70 ans. Hein. Le singe s'appelait Joko et le pilote s'appelait Flock. C'est ainsi qu'ils ont trouvé le nom de Joko Flocko. En termes d'inspiration, c'est toujours pas ça. Et à la base, quand il prend le singe, il a pas vraiment d'idée derrière la tête. C'est-à-dire qu'il voulait lui mettre dans ses bras sur les paddocks, mais déjà, c'est compliqué à gérer un singe, je sais pas si vous avez remarqué, c'est un peu plus relou qu'un petit Golden Retriever quand même. C'est un poil plus sauvage. Et deuxièmement, il se dit, ah, ça manque encore d'un peu de piment, tu vois. Lui mettre dans les bras, dans le paddock, c'est cool, mais il faudrait le mettre dans la voiture. Ouais.
Là, on a une idée. On va le foutre en passager. Joko Floco, le singe, deviendra le premier copilote de l'histoire du NASCAR. Déjà, l'anecdote est lunaire, d'accord. Mais ce qui arrive est encore pire. En fait, à la première course où ils ont amené le singe, ils se posaient la question de savoir si ça passerait. Déjà, normalement, t'es censé être 1 dans la voiture, pas 2. Du coup, comme ils avaient un doute, ils ont attendu la dernière seconde pour foutre le singe dans la voiture. Et à la toute dernière seconde, il y a le sponsor qui arrive avec le singe caché et qui le glisse dans la voiture. Ah oui, parce que ils lui ont fait un siège et une combi et un casque. Normal. Faudrait pas quand même que ce pauvre singe ait pas de casque dans cette voiture de NASCAR. Mais écoutez, ça se lance comme ça et la voiture part avec le singe en copilote. La course se déroule et il finit 4e, ce qui est pas mal. À la seule nuance que lorsqu'il arrive dans les stands, bah ça se voit quoi. Genre là vraiment, c'est cramé quoi. Il y a un singe dans la voiture, mec. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que ça n'a dérangé personne. C'est-à-dire que la direction de course a vu le singe dans la voiture et la direction de course n'a rien dit. Pour eux, c'était ok. C'était pas contre les règles. En fait, comme c'était pas interdit d'avoir un animal dans la voiture, et bah c'est bon. Au total, Joko Floco le singe va faire 8 courses. Il y a personne qui s'est dit que mettre un singe dans une voiture, c'était pas ouf. Et il y a une course, très exactement le 16 mai 53, où Team Flock va gagner avec le singe Joko Floco en passager. Voilà, ouais. Et je sais pas, bravo. Félicitations, hein, je sais pas quoi te dire. Il va faire 2e aussi un moment. C'est pas mal, hein. En fait, d'un côté, je me suis engagé dans cette anecdote pour vous la larguer à la fin. Et en fait, j'avais zappé que la fin est pas très drôle. Alors, je vous la fais très factuelle. À la 8e course, Joko Floco arrive à se détacher de son siège. Et j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire qu'un capucin, par définition, un animal sauvage, dans une voiture de NASCAR, par définition, un autre animal sauvage, ça finit pas bien. En fait, le singe va commencer à se balader dans la voiture. Mais quand je vous dis balader, c'est balader, c'est-à-dire exactement comme tu imaginerais un singe dans une voiture de course. Et à un moment, Joko Floco va aller mettre la main dans un truc qui s'appelle la trappe à usure des pneus. En fait, à l'époque, il y avait des trappes à l'intérieur de la voiture pour vérifier l'usure de l'intérieur du pneu. Parce que comme ils sont en banking, ça bouffe l'intérieur des pneus. Donc de dehors, le pneu il a l'air bien, mais en fait de l'intérieur, le pneu est pourri. Donc t'as une petite trappe, tu ouvres et tu vois le pneu qui est juste là. Non, non, je vous rassure, il est pas passé dans la trappe. Non, ouf. Alors, il a ouvert la trappe, il est pas passé dans la trappe, mais il est possible qu'il ait mis sa main dans la trappe. Et il s'est fait mal. Et il s'est fait tellement mal qu'il va devenir agressif. Au point où il a commencé à agresser le pilote. Genre, il l'a agressé physiquement, c'est-à-dire il essayait de le griffer, de le mordre et de l'étrangler. Je cite, hein, j'ai dit factuel. Team Flock va devoir s'arrêter, ça marquera aussi la fin de la collaboration entre Team Flock et Joko Floco. Puisqu'après, et c'est un peu triste, je cite, Joko will never be the same. Joko n'a plus jamais été le même après cet événement. En fait, anecdote, le singe, à partir de cet événement, a déprimé. On saura jamais vraiment pourquoi. Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il a été blessé? Est-ce qu'il a été traumatisé? Je pense un peu tout. Et malheureusement, il finira... euthanasié. Voilà. Ça va vous? Moi ça va un peu moins bien quand même. Hein. D'ailleurs, son connard de propriétaire Team Flock dira qu'il l'a fait euthanasier puisqu'il n'était plus capable de signer les autographes pour les gens. Va te faire enculer. Voilà, c'était une super anecdote que je vous ai livrée à la fin de ce VTech. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pensez à vous abonner, pensez au pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous! Il y a bien un moment, ça va revenir, hein.